Bonjour à vous toutes et à vous tous, heureux de vous accueillir dans le cadre des matinales du CEPS et une qui est particulièrement impliquée sur le développement des villes et des cités. C'est un beau partenariat avec tous ceux que vous pouvez remarquer sur les planches, mais surtout une initiative CEPS et le fonds Indara, qui est un fonds du Crédit Agricole dont le siège est à Biarritz et qui est là pour accompagner les acteurs des territoires dans leur développement urbain. Donc, c'était tout à fait logique que nous puissions nous rencontrer dans cette dynamique du Tour des villes. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Hanotin, qui est le maire de Saint-Denis et qui est un élément extrêmement dynamique. Vous avez dû le remarquer. Il a commencé sa journée comme tout un chacun. Il accompagnait les enfants pour soulager son épouse. Et il est au volant de sa voiture pour tout Alors, simplement. je me suis garé. Bonjour à tous. Voilà, mais écoutez, bienvenue. Heureux de vous accueillir. Et comme dans toutes de nos matinales, il y a un thème générique, et je le rappelle, ce thème générique, quelle stratégie d'inclusion urbaine pour les banlieues et les villes périphériques. Et le cas de Saint-Denis est un cas qui est extrêmement probant, car on pourrait dire il a tous les ingrédients, je dirais, des tensions, tous les ingrédients de la difficulté, et cependant, il y a cette volonté d'harmonie. Nous commençons toujours par un propos introductif, ce qui nous permettra après ça de dérouler notre matinale autour de 3 questions clés. Alors, les propos introductifs sont assurés par Christophe Dequeroy, qui est le secrétaire général d'Enlis Sud-Ouest, et vous l'avez compris, nous partons tout de suite, nous quittons la région francilienne pour aller tout simplement à Toulouse. Christophe. Merci Loïc. Euh, Monsieur le maire, monsieur le président, Mathieu Hanotin, vous êtes né le 22 août 1978 à Compiègne. Là, tout va bien. Vous habitez en Seine-Saint-Denis. Oui, je vais en appeler à votre indulgence parce que votre parcours est tellement riche et tellement dense que je vais vous présenter de manière synthétique. C'est la commande et vous pourrez bien évidemment le compléter. Je vais essayer de pas faire trop d'erreurs. Voilà, donc vous êtes né le 22 août 1978 à Compiègne. Vous habitez en Seine-Saint-Denis depuis plus de 15 ans. Vous commencez le militantisme au syndicat étudiant UNEF alors que vous suivez des études de droit et d'histoire à l'université de Strasbourg, puis à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous adhérez alors au Parti socialiste. On est en 1996. Vous êtes élu conseiller général du canton de Saint-Denis, Île-Saint-Denis, Saint-Ouen en 2008, vice-président de la Seine-Saint-Denis en charge de l'éducation et de la jeunesse. Vous lancez un plan exceptionnel d'investissement de 723 millions d'euros pour la construction, la rénovation et la numérisation des collèges départementaux. En 2012, vous serez élu député de Seine-Saint-Denis, Pierrefitte et Villetaneuse. Parmi vos nombreux faits d'armes, vous exercerez le mandat de conseiller départemental de 2015 à 2021. Vous serez même le directeur de campagne de Benoît Hamon durant la primaire de la gauche à l'élection présidentielle de 2017. Ces mandats locaux et nationaux vous auront conforté dans l'idée qu'il fallait donner un nouveau souffle à Saint-Denis et à la plaine commune afin que le territoire ne manque aucune des opportunités qui allaient s'offrir à lui dans les années qui viennent. C'est ainsi que vous êtes élu officiellement maire de Saint-Denis le 4 juillet 2020, mettant un terme à 76 années de règne du Parti communiste dans la troisième ville la plus peuplée d'Île-de-France. Dès votre élection, vous avez voulu bousculer les règles établies depuis des années et engager des réformes structurelles. Quand on est élu, dites-vous, il faut savoir assumer ses responsabilités. Et c'est précisément ce que vous faites depuis lors. Parmi vos premières mesures prises à l'automne 2020, il en est un certain nombre dans le domaine de la sécurité publique, car les règles, on ne s'en moque pas. Ainsi, vous avez porté le renforcement des effectifs de la police municipale, la création d'un centre de supervision urbaine et l'armement des agents, la rénovation de l'ancien commissariat pour y relocaliser la police municipale. Mais vous allez beaucoup plus loin et faites de la lutte contre l'habitat indigne une autre priorité de votre mandat. Vous voulez agir plus vite et plus fort. Pour cela, vous souhaitez disposer d'outils juridiques et de moyens suffisants pour agir concrètement au sein des immeubles dégradés et mettre en œuvre une politique efficace. Vous nous direz si aujourd'hui vous êtes armé pour cela. Finalement, monsieur le maire, votre objectif est à la fois simple et particulièrement ambitieux, améliorer le cadre de vie et faire de Saint-Denis une ville apaisée, solidaire, écologique et résiliente. L'impatience de nos concitoyens est votre moteur, dites-vous. Alors, monsieur Hanotin, nous avons hâte de vous donner la parole afin que vous nous en disiez plus et nous fassiez partager votre engagement quotidien. Merci, mon cher Christophe. Alors, monsieur le maire, cher Mathieu, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire la première question. Alors, finalement, comment gérer cette harmonie avec cette
telle différence de population et comment faire évoluer ceci pour créer cette fameuse harmonie qu'on évoquait? Écoutez, la question de l'harmonie, elle est importante, c'est vrai, et y compris moi, je l'avais mis au cœur de ma précédente campagne, parce que vous avez eu la gentillesse de parler de toutes mes victoires électorales, mais dans un parcours réussi, il y a aussi des défaites, parce que si on s'y confronte pas un peu, ça fait partie, moi j'en suis convaincu, de la construction d'un projet solide et sérieux. En l'occurrence, en 2014, j'ai perdu l'élection municipale de peu, mais ça a été une étape vraiment cruciale pour essayer de bien poser les choses d'un point de vue théorique sur le projet qu'il fallait développer pour la ville de Saint-Denis. Et finalement, plus que la notion d'harmonie, qui est un petit peu, passez-moi le terme, un petit peu éthérée aux yeux de la population, c'est vrai qu'on a un peu fait glisser le concept pour qu'en 2020, on arrive à promouvoir la notion d'équilibre dans une ville. L'harmonie, elle renvoie à quelque chose finalement d'intime, de personnel, de se sentir en harmonie. L'équilibre, on est sur le bon niveau parce qu'on est sur une condition finalement nécessaire pour l'harmonie derrière, à l'échelle d'un projet collectif. Et c'est finalement ça, moi, ma responsabilité. Et après, n'étant pas un Deus ex machina, après, c'est aussi chacun de pouvoir s'inscrire dans ce mouvement que l'on souhaite engager. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi important et que à la base de mon projet, il y a aussi cette réhabilitation des notions de responsabilité collective et de ne pas la fuir pour le maire que je suis et pour l'équipe municipale qui est aux responsabilités. Au contraire, de vouloir l'aspirer, mais également de réhabiliter la notion de responsabilité individuelle au sein d'un collectif, parce que si on est finalement dans toujours finalement c'est soit la faute de l'autre ou dans un rejet de sa propre responsabilité sur le voisin, le politique, de toujours tout attendre des autres, on voit bien que ça ne marche pas. Donc cette notion d'équilibre, elle a vraiment été au cœur de notre campagne électorale et elle est au cœur du projet politique qu'on essaye de mettre en place, de mettre en place à Saint-Denis, de faire de Saint-Denis, du territoire de pleine commune, une ville équilibrée. Pourquoi est-ce que cette notion, finalement, elle est rentrée en résonance avec les attentes de la population? Parce que Saint-Denis, vous le disiez dans votre propos, a ça de particulier, que c'est une ville, c'est la ville de tous les contrastes. C'est la ville de tous les problèmes qu'on voit à la télévision, qu'on voit quand on se balade dans la rue. Et c'est aussi la ville de toutes les opportunités. Et j'espère que demain, ça sera la ville de toutes les solutions. Pourquoi est-ce que du coup, on a une responsabilité particulière quand on administre la ville de Saint-Denis? Parce que derrière Saint-Denis, finalement, Saint-Denis, c'est l'archétype de la banlieue en France. Quand vous dites le mot banlieue, vous pensez d'abord Saint-Denis. Vous pensez Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, mais dans Seine-Saint-Denis, il y a Saint-Denis de toute façon. Il y a finalement c'est ce que j'évoquais, cette urgence à agir du quotidien, urgence à agir pour les citoyens d'abord, immédiatement, mais aussi urgence à agir pour réhabiliter la notion même de projet républicain. Si le projet républicain a du sens aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est bien par rapport à tous ces habitants et ces habitantes qui aujourd'hui sont dans des zones populaires, dites de banlieue, entre guillemets, et qui aujourd'hui n'ont pas l'impression d'avoir leur place dans le projet républicain. Eh bien, oui, parce que Saint-Denis a des opportunités, parce qu'il va y avoir l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'il y a déjà eu des investissements dans le passé, parce qu'il y a une dynamique avec l'arrivée des transports en commun qui est évidente. On a, au-delà des chances, on a un devoir de réussir pour faire la démonstration que non seulement les banlieues ont toute leur place dans le projet républicain, mais qu'elles peuvent être une vraie chance, un vrai plus et un vrai avenir pour notre pays, pour demain et après-demain. Dans cette idée des contrastes, vous soulignez effectivement ces différences de population, mais j'en rajouterai une autre
vous avez, comment dire, à Saint-Denis, le siège notamment de cette institution qui est la Légion d'honneur, cette école. Et moi, ce que je souhaitais voir, et vous puissiez nous souligner, c'est finalement quels sont les atouts de Saint-Denis et quels sont les gros handicaps de Saint-Denis pour essayer de tendre vers cette harmonie. Alors, on n'a pas le siège de la Légion d'honneur. Hein, Non, le siège de l'école. Mais, voilà, mais on a les lycéennes de l'école, Voilà, les lycéennes Saint-Germain, et les lycéennes sont à Saint-Denis, dans le bâtiment, on va dire, historique de l'école des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Écoutez, les atouts et les handicaps de Saint-Denis, honnêtement, il va me falloir un peu plus que les 3 ou 4 minutes qui sont devant nous pour y répondre. Les atouts, si je devais n'en dire que 2 des atouts, pour moi, c'est à la fois l'histoire de Saint-Denis, au sens large, toute son histoire, les 1000 ans d'histoire accumulée, qui fait qu'il y a une identité dans cette ville qui est pas la même que nulle part ailleurs. Donc ça, c'est son premier atout. Et le deuxième atout, c'est la jeunesse de sa population et finalement l'énergie qui se dégage de cette ville, l'énergie créatrice qu'on voit à tout niveau, qu'on voit dans la création d'entreprises comme dans l'organisation de dispositifs de solidarité au quotidien. Maintenant, les problèmes, les difficultés, écoutez, la première d'entre elles, je vais vous donner, c'est la proportion. Aujourd'hui, nous sommes devenus, ces dernières années, une ville spécialisée, finalement, à l'échelle de la construction métropolitaine, spécialisée dans l'accueil de la pauvreté et de la grande pauvreté. Saint-Denis, c'était une ville dans laquelle il n'y avait plus que 6% de CSP+. Et moi, je suis convaincu qu'on ne construit pas l'équilibre que j'évoquais sur, finalement, l'accumulation des difficultés sociales. Mais un de mes prédécesseurs, finalement, très matricé par vous savez, les différents forums sociaux de Porto Alegre, etc., avait une forme de fantasme qui faisait dire que finalement, même de la misère, finalement, peut naître le meilleur. Moi, je pense que le meilleur peut naître partout, effectivement, chez les gens qui sont dans des difficultés sociales les plus extrêmes, et il y a des parcours de réussite absolument incroyables. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue macro, quand un projet politique vise à coaliser et à agglomérer au même endroit toutes les difficultés sociales, en fait, c'est pas la solidarité qu'on est en train de faire à ce moment-là, c'est autre chose, c'est de la spécialisation territoriale. Et toutes les études montrent que le premier facteur de reproduction des inégalités, c'est l'accumulation géographique de la pauvreté. Parce que finalement, ça crée des trappes où des personnes n'arrivent plus à s'en sortir et n'arrivent pas à créer par eux-mêmes des dynamiques vertueuses qui leur permettent de progresser tout simplement. Merci Mathieu. Alors, ça amène une question qui est posée par Didier Brugère. Dans quel état avez-vous trouvé Saint-Denis après des décennies de gestion communiste? Ah, vous avez des questions piquantes dès le matin, c'est bien. Je rappelle que j'ai un conseil municipal demain soir. Non, mais écoutez, c'est pas un secret. Moi, je pense que je le dis souvent, en fait, si j'ai gagné, c'est pas tout à fait par hasard. Il y a peut-être un peu de mes qualités, mais c'est avant tout parce que la situation n'était pas bonne et n'allait pas bien, et qu'on a su proposer un projet alternatif. Mais moi, je pense que les Dionysiens, comme les Français et les Françaises, quand ça va bien, ou même quand ça va pas si mal que ça, il y a plutôt une tendance conservatrice qui vise aux élections à reconduire les sortants, quoi. C'est quand même un peu ça, un fait marquant d'un point de vue électoral. Donc la situation était objectivement très mauvaise. Et je suis convaincu qu'elle était très mauvaise du fait de la politique de mes prédécesseurs qui, en fait, avaient perdu toute capacité qu'ils avaient eue par le passé, d'initiative, de rebond. Ils étaient pris dans leurs propres contradictions au quotidien. Oui, la maison Saint-Denis était dans un état au sens municipalité.
était dans un état extrêmement compliqué. D'ailleurs, on a réussi à redresser un certain nombre de choses, mais pas encore complètement. C'est un travail du quotidien que l'on mène avec toutes les équipes qui, je pense, dans leur très grande majorité, ont été heureuses parce que de retrouver parfois un sens au métier qu'ils faisaient au quotidien. Donc voilà, on a un travail de redressement de l'administration qu'on a amorcé, qui est très très bien engagé. Et moi, je veux vraiment remercier toutes les équipes qui se sont engagées dans ce mouvement-là. Et puis après, dans le climat dans la ville, il était finalement assez terrible parce que il y a eu un sentiment qui a abouti donc à ma et à notre victoire électorale de dégradation, alors même qu'il y avait de nombreux investissements, on va dire, depuis l'arrivée du Stade de France au milieu des années 90, qui étaient insupportables. Et donc, c'est contre ça qu'on essaie de lutter au quotidien. Alors, ça amène dans le prolongement de ceci, et merci de votre réponse claire et précise. Finalement, comment, dans un tel contexte, où vous essayez effectivement d'éviter cette spécialisation territoriale telle que vous le mentionnez et telle qu'elle était pratiquée avant vous, comment attirer et faire éviter que les classes moyennes, finalement, reviennent à Saint-Denis ou quittent Saint-Denis? Alors moi, mon défi, honnêtement, à l'échelle de la métropole et vu la pression sur le logement, c'est pas de faire venir les gens. On a beaucoup de gens qui viennent. Mon défi, c'est de leur donner envie de rester. Et c'est valable et pour, on va dire, ces populations nouvelles qui arrivent à Saint-Denis, mais c'est aussi très largement valable et finalement peut-être même encore plus pour des gens qui ont habité à Saint-Denis, qui ont grandi à Saint-Denis, qui ont été à l'école à Saint-Denis, qui ont réussi dans leur vie, ce qui est quand même le cas, fort heureusement, de la majorité des gens, mais qui, dès qu'ils ont réussi, un des premiers marqueurs de leur réussite sociale est de quitter la ville. Même comme finalement, comme si on ne pouvait pas associer la ville de Saint-Denis au mot réussite, et que il fallait, même aux yeux de sa communauté d'amis, de sa communauté de proches, qu'il fallait finalement fuir pour pouvoir afficher cette réussite. Moi, je ne dis pas qu'il faut être assigné à résidence. Il y a des gens qui ont envie de partir à gauche, à droite, en France ou à l'étranger, c'est très bien. Mais je veux aussi que celui qui finalement voudrait rester, eh bien, puisse le faire en sérénité, qu'il ait réussi de créer des parcours résidentiels qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir avoir le sentiment aussi de progresser. Et ça, c'est c'est notre défi majeur. Finalement, pas de devenir attractif. Je pense que nous sommes déjà, notamment sur une dimension d'attractivité foncière et immobilière, mais de donner envie de rester. Et ce pari, il vaut très largement également pour les entreprises, de créer les synergies, les effets, voilà, les effets de collaboration qui permettent aux uns et aux autres d'avoir envie de se projeter dans le long terme sur Saint-Denis. Merci Mathieu. Alors, Loïc de la Quechetière souhaitait poser une question. Mon cher Loïc, je te laisse le soin de la poser. Voilà. Oui, ma question va porter sur les soucis, les problèmes liés à la déscolarisation et à l'incivilité, à la violence de certains jeunes. Votre adjoint Daniel Dalin avait ici même le 19 décembre 2020, à l'occasion d'une intervention passionnante, expliqué combien était déterminant le rôle des mères, a fortiori dans les très nombreuses familles monoparentales, et donc le plus souvent le dépassement et l'impuissance de ces mères vis-à-vis des dérapages de leurs enfants. Il avait alors insisté sur le besoin vital, impérieux… M-E-R-E-S, on est d'accord. Oui, absolument. Il avait insisté sur le besoin impérieux de leur formation et de leur accompagnement. Alors ma question, c'est, en même temps que cela permettrait de mieux suivre ces jeunes, de transmettre le français et des valeurs républicaines, est-ce qu'on ne pourrait pas conditionner certaines aides sociales à l'acceptation de cet accompagnement? Moi, je suis pas convaincu de ça.
parce que, en fait, c'est une réponse simple à un problème compliqué. Et au final, si l'idée, entre guillemets, une forme de contrat, l'État, que je pourrais résumer ainsi, l'État vous aide et c'est bien normal, mais en contrepartie, il a des attentes et vous devez jouer le jeu finalement. Quand on rentre dans le détail, en fait, on se retrouve vraiment confronté à chaque fois à des difficultés. Il y a aujourd'hui des possibilités, par exemple, de suppression d'un certain nombre d'allocations si jamais il y a vraiment manifestement des parents qui sont complètement défaillants. Voilà, ça peut être prononcé, il y a déjà des dispositifs. Mais en faire une règle finalement à portée générale, pour moi, c'est pas une bonne réponse parce que dans de nombreux cas, on ne fera qu'accentuer les problèmes. Souvent, dans une famille, ça peut arriver, notamment dans les familles que vous évoquiez, certaines qui peuvent être soit des familles nombreuses, soit des familles monoparentales. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul enfant. Et c'est rarement, souvent, il y a un enfant qui peut être en difficulté, voire qui a basculé dans la délinquance, mais ce n'est pas forcément le cas des autres. Et donc, il y aurait finalement quelque chose d'assez amoral de punir tout un collectif familial pour les fautes d'un ou d'une individu. Donc, moi, je ne pense pas que c'est une piste, on va dire, efficace au sens réponse massive. Que ça puisse être une réponse, comment dire, j'aime pas le terme chirurgical, mais en précision, et en l'occurrence, quand il y a une défaillance globale des parents, oui, mais pas comme réponse globale. Merci Mathieu. Alors, avant de passer à la seconde question, j'aimerais laisser la parole à John Crowley qui souhaitait poser une question. John. Merci Loïc. Bonjour Mathieu. Très heureux de se revoir à cette occasion. Ça faisait longtemps. On s'est connus quand j'étais à Saint-Ouen pendant très longtemps. La question que je voulais te poser, c'est celle de la relation de ces enjeux sociaux dont on a principalement parlé jusqu'à présent avec la transition écologique. La raison de ma question est évidente. On oppose souvent les deux considérations, comme si la poursuite d'objectifs sociaux empêchait la poursuite d'objectifs écologiques. Je suis convaincu, je pense toi aussi, que les deux sont inséparables, mais j'aurais bien voulu t'entendre là-dessus et sur comment les articuler en pratique, dans la vraie vie, dans une ville comme Saint-Denis. Merci, John. En tout cas, moi, je suis sûr qu'il y a un chemin de compatibilité. Et j'allais dire, heureusement, parce que de toute façon, on va être obligé de le trouver. L'urgence climatique, elle n'est pas à démontrer. Et l'urgence sociale, elle n'en est pas moins réelle. Si on n'arrive pas à trouver le chemin qui fait cohabiter les deux, qu'est-ce qui se passera? Il y aura des explosions dans tous les sens et à la fin, on ne fera ni l'un ni l'autre. Donc voilà. Donc moi, ce chemin, je suis sûr qu'il existe. On essaie de le trouver au quotidien. En tout cas, à notre niveau, ma première mesure comme maire lors du premier conseil municipal a été effectivement de faire voter une déclaration d'urgence climatique et de faire adhérer la ville de Saint-Denis à la zone à faible émission. Voilà. Et pour autant, après, au quotidien, tout en les rénovant bien sûr, mais on met en place de nombreux dispositifs de solidarité. D'abord, un certain nombre existaient, d'autres sont rénovés à Saint-Denis. Et surtout, on essaye d'agir pour finalement créer à notre échelle locale un système de développement économique vertueux qui permet de créer finalement des vrais emplois, j'allais dire, sur le territoire au sens large. J'entends des vrais emplois, c'est des emplois qui sont créés parce qu'il y a une création de valeur et pas juste quand on est dans un système de déplacement d'emploi, comme on a été pendant de très nombreuses années à Saint-Denis, qui lui finalement, même s'il n'est pas illégitime, hein, ce déplacement, il génère assez peu de dynamique locale d'emploi. Merci. Donc la réponse est oui, j'y crois. Et en tout cas, j'ai pas toutes les solutions, mais
on essaie de les chercher au quotidien. Voilà. Super. Merci Mathieu. Alors, je dis juste une chose là-dessus quand même, c'est une deuxième raison pour laquelle il faut trouver des solutions, parce que c'est quand même les personnes en difficulté sociale qui sont le plus frappées par toutes les crises. Et c'est valable par rapport aux crises climatiques, ne serait-ce que financièrement dans une logique de précarité énergétique, mais également si on étend un petit peu, et je me permets de faire cette extension, dans une dimension de crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Je ne veux pas tirer tous les fils par les cheveux, mais ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez, et c'est valable pour la crise sanitaire aussi, la carte de la mortalité, par exemple, suit quasiment au pixel près la carte de la précarité. Merci Mathieu. Nous passons à la seconde question. Alors, finalement, quels sont les grands chantiers prioritaires pour votre ville, pour quelle politique urbaine, avec quelles priorités économiques, sociales, sanitaires? Quelle est votre politique de logement, de construction, de réaménagement? Question large. Sur la question de la politique de logement, on va voter cette année la revoyure de notre plan local d'habitat, qui va à la fois revoir nos objectifs en termes de construction pour les adapter à la réalité, mais qui va maintenir, enfin, en tout cas, la volonté d'être un territoire bâtisseur. Voilà, moi, je pense que c'est extrêmement important parce que d'abord, les besoins sont là en Île-de-France. Deuxièmement, si on veut tendre vers la ville équilibrée que j'évoquais avant, en se disant quand même que ça serait injuste que ça se fasse en excluant les gens qui habitent ici, il y a un moment donné, il faut aussi un des leviers et effectivement aussi l'apport de populations exogènes qui peuvent permettre de participer à une meilleure mixité sociale dans nos villes. Donc pour ça, c'est vrai qu'on aura aussi une grande évolution en termes de composition sociale des logements neufs futurs, avec un sujet, le développement d'une offre massive d'accession sociale à la propriété, notamment via le développement du bail réel et solidaire. Pour cela, Pleine Commune s'est doté d'un nouvel outil depuis le 1er janvier, il est opérationnel, c'est un office foncier solidaire. Et notre objectif va être de faire en sorte qu'au global, au minimum 20% de nos constructions neuves soient de l'accession sociale à la propriété, soit via un dispositif PSLA, mais plus massivement via des dispositifs BRS. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est crucial de le faire dans des proportions aussi importantes? Je rappelle que le précédent PLH, c'était 5% les objectifs, et qui n'étaient pas tenus, on était à 2-3%. Parce que si on veut si on veut essayer d'avoir un effet sur la régulation du marché de l'immobilier d'un point de vue lutter contre la spéculation, il faut qu'on ait des outils qui ne peuvent pas être que des outils de régulation administrative dont on voit bien qui sont utiles, mais dont on voit aussi les limites, évidemment. Et donc finalement, en créant cette offre, à un moment donné, c'est aussi une forme de protection, parce que si le marché part dans une distorsion trop grande avec ces prix qui seront proposés, c'est vrai qu'on aura de plus en plus de candidats qui se rabattront sur cette typologie de produits. En tout cas, c'est ce qu'on veut modestement essayer de faire en termes d'évolution sensible c'est quelque chose qui sera voté du coup, cette année et qui aura vocation à s'appliquer de manière un peu structurelle sur le territoire. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais du coup, j'ai choisi une fenêtre. Oui, non, mais tout à fait. Ce qui amène, dans le prolongement de ceci, finalement, dans cet effort de construction, et vous l'avez en partie souligné, comment reconstruire sans finalement exclure? Ça, c'est la question. Et la deuxième, c'est finalement, quelle politique énergétique développez-vous dans ces efforts de reconstruction de la ville?
Écoutez, alors, la politique énergétique se développe de plusieurs manières. La première d'entre elles, c'est la responsabilisation à la fois de chacun au quotidien, mais aussi dans l'évolution de nos ambitions environnementales dans la construction neuve, sur voilà, la question de la durabilité de nos bâtiments. Donc, il y a les comportements de chacun pour moins consommer d'énergie et la durabilité des bâtiments. Donc ça fait partie des choses que l'on va aussi, dans l'ensemble de nos documentation, qu'on va continuer à revoir et qui vont nous amener à une revoyure globale de notre PLUI à l'horizon 2024. Mais une des spécificités du territoire de Plaine Commune, c'est vrai qu'en termes de politique énergétique, c'est que nous sommes un territoire, finalement, nous sommes plutôt un territoire qui est composé de villes qui, historiquement, se sont investis dans la dynamique de production d'énergie locale. Nous avons un syndicat, le SMIREC, qui administre le deuxième réseau de chaleur de France, CPCU, je t'appelle. Et qui est aujourd'hui une vraie opportunité de développement en termes de production d'énergie, renouvelable sur le territoire. On a par exemple un enjeu majeur où là, qui est un enjeu crucial pour les villes et les métropoles de demain. La récupération de chaleur des data centers, par exemple, où j'ai bon espoir que d'ici quelques semaines, nous serons en mesure de confirmer qu'avec un ou deux grands opérateurs de data centers, nous puissions les intégrer à notre production de chaleur, qui est aujourd'hui faite pour plus de la moitié d'énergie renouvelable ou de récupération, comme la géothermie notamment, mais aussi des usines de bois, pardon. Donc voilà. Donc, la question de la production de chaleur nous intéresse beaucoup. D'ailleurs, on est en train de réfléchir avec les 9 communes pour voir si nous en faisons, pour gagner en compétences et en ingénierie, une vraie compétence du territoire et non plus des villes uniquement. Merci Mathieu. Alors, question, est-ce que ceci t'inspire quelque chose, Guillaume? Je pose la question à Guillaume Flachat, qui est un grand spécialiste des énergies urbaines. Bonjour. Non, j'entends à la fois la question du logement, de la rénovation urbaine et effectivement de ce que ça représente comme enjeu, que ce soit dans le neuf et dans la rénovation, qui est évidemment assez fondamental, hein, dans la mesure où 99, le neuf c'est 1%, 99% c'est le stock, donc il y a un vrai sujet autour de ça. Et puis j'entends aussi la question des réseaux de chaleur, de la valorisation de la chaleur fatale, qu'elle soit ici des data centers ou qu'elle soit ici d'activités industrielles, notamment vous citiez la question du traitement du bois, donc qui sont aussi des éléments fondamentaux finalement dans la souveraineté énergétique d'un territoire. Moi j'ai peut-être une question finalement qui est celle de votre approche du carbone. Est-ce que dans cette vision territoriale, dans cette politique énergétique, la référence à l'évaluation du poids carbone du territoire fait partie des indicateurs que vous suivez? Comment est-ce que vous le suivez et comment est-ce que finalement dans cet enjeu global de changement climatique, vous intégrez de manière pragmatique dans une gestion municipale la question du bilan carbone du territoire? Ça fait partie des questions qu'on se pose. J'ai un certain nombre d'adjoints, mon adjoint notamment à l'écologie, monsieur Laurent Monnet, à l'environnement, qui porte cette dimension finalement de budget carboné, comme on peut aussi avoir des budgets genrés pour évaluer une politique publique à destination des hommes, des femmes de manière forte. Ça fera partie des choses qu'on développera, mais aujourd'hui, on est, j'allais dire, aux manettes, entre guillemets, que depuis 16 à 17 mois.
Et quand on reconstruit une maison, il faut d'abord bien faire les fondations avant d'être en mesure de faire le reste, quoi. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on n'est pas complètement prêt à développer de manière la plus efficace possible ce type d'outils analytiques, mais on le sera dans les années à venir. Ça fait partie des objectifs de développement. J'ai vu passer une question dans le chat, ou une remarque, mais c'est évident qu'à l'évidence, dans les enjeux, pour le coup, de court terme et qui vont être le plus marquants pour le territoire, je vous parlais du PLH tout à l'heure parce que j'ai choisi aussi de parler de choses dont on parle un peu moins souvent et un peu plus structurelles, mais la question des Jeux Olympiques et Paralympiques va être absolument complètement marquante pour le territoire de Saint-Denis et de Plaine Commune. Et c'est une évidence de le dire, mais quand même, oui, les opportunités que vont ouvrir les Jeux, elles vont être incroyables. Après, j'en reviens à ce que je disais au début, tout ça, ça va être des facteurs d'opportunité. Ça sera à nous après de réussir à les transformer dans quelque chose de durable ou pas. Et c'est ça qui est magique du coup dans la politique, c'est que rien n'est écrit d'avance et que en fonction des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, eh bien on réussit ou on ne réussit pas. Et je trouve que c'est comme réhabilitation de la politique, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, en tout cas de pouvoir constater pour tous ceux et toutes celles qui ont voté pour moi que clairement ils n'ont pas les mêmes actions que si c'était mes prédécesseurs qui étaient restés en place. Et je vais vraiment plus pouvoir rester très longtemps. Très bien. Alors, on va avancer rapidement. Si vous pouviez évoquer finalement quelle politique sanitaire vous avez développée, c'est-à-dire cette politique de proximité pour répondre aux besoins sociaux, est-ce que vous les avez fait évoluer depuis votre début de mandature? Et quelle politique digitale avez-vous sur votre territoire? Alors la politique sanitaire, il y a une politique sanitaire historique de la ville de Saint-Denis qui était extrêmement forte, notamment via le développement d'un réseau de 4 centres municipaux de santé, mais aussi de nombreuses PMI qui sont faits de manière partenariale avec le département de la Seine-Saint-Denis. C'est un des vrais atouts de la commune. Moi, je ne suis pas de ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain. Je ne dis pas que tout ce qu'ont fait mes prédécesseurs était acheté, bien au contraire. Bien au contraire. Je pense plutôt qu'ils avaient perdu le fil de l'action locale on va dire, ces quelques dernières années et qui n'avaient plus beaucoup de sens dans leur action. Mais historiquement, il y a quand même des atouts de services publics majeurs qui ont été construits à Saint-Denis, très novateurs pour leur époque, très créatifs. Et donc aujourd'hui, c'est aussi cette structure de base qui nous a permis de développer extrêmement rapidement et d'être à la pointe du combat sur la vaccination de manière très réactive, ce qui nous a permis en lien avec l'État, évidemment, la Croix-Rouge et d'autres associations, d'ouvrir dans des délais records le Stade de France pour en faire un outil massif de vaccination sur le territoire. Voilà. Après, sur la politique de santé d'un point de vue plus global, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on ait un désert médical à certains égards? Moi, je pense que c'est les éléments d'attractivité du reste de la ville qui jouent jusqu'alors contre nous. Et que quand on améliorera les autres sujets, il n'y a pas de raison qu'on ne redonne pas envie à des médecins. Et on commence à voir que c'est déjà le cas. On a de plus en plus de demandes d'installation sur Saint-Denis qui vont avoir envie de venir s'installer. Votre politique digitale. Notre politique digitale, écoutez, on est en plein dedans. On a eu un gros bug informatique lundi. Non, écoutez, on aimerait réussir à prendre le virage de la Smart City. Voilà, de montrer que finalement, grâce aussi aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'on puisse avoir le bon usage du numérique au sens large du terme pour permettre de simplifier les choses et d'améliorer finalement le quotidien des habitants. On est aujourd'hui
pas complètement à ce rendez-vous-là. Nous, en termes d'administration publique, on s'est donné comme objectif de l'être avant la fin du mandat, donc ça fait partie des grands enjeux. Des grands enjeux. Sur la politique digitale, d'un point de vue développement économique, nous sommes un territoire de ce point de vue-là très attractif pour de nombreuses entreprises. On parlait des data centers tout à l'heure, mais aussi il y a beaucoup d'entreprises, de start-up et tout qui viennent s'intégrer sur le territoire. Sur la question après, finalement, de la population, moi, autant j'ai été un de ceux qui a mis en place de nombreux dispositifs numériques pour les collégiens, autant aujourd'hui, vis-à-vis des plus jeunes, je pense que l'enjeu n'est pas un enjeu de formation au digital, mais plutôt un enjeu de protection des problèmes que peuvent développer les écrans, et on s'en rend compte au quotidien, sur les plus jeunes qui sont déjà victimes de surexposition. Et ça entraîne de nombreux maux allant de l'obésité, la sédentarité, mais aussi les difficultés, les troubles du sommeil qui aboutissent parfois à des troubles du comportement, etc., etc., etc. Donc je pense qu'on a quand même un vrai sujet de bien positionner le curseur et en particulier de réussir à protéger les plus jeunes d'une surexposition qui est une réalité aux écrans. Merci. Voilà. On passe à la troisième question parce que nous savons que vous êtes très pris. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas passer à côté de la dimension sécuritaire et la dimension des actions préventives. Donc, la question, comment veiller à développer un espace de paisibilité, de cohésion sociale? Quelle réponse apporter pour l'atteindre? Quid des actions préventives et sécuritaires à mener? Écoutez, d'abord, il faut, je vais essayer de vous répondre simplement. D'abord, faut pas nier le problème pour pouvoir espérer le résoudre. Mes prédécesseurs ont été dans cette forme de négation des difficultés préalablement. Moi, j'essaye de ne jamais les nier et d'avoir la modestie de dire que je vais nous appliquer une obligation de moyens, mais que l'obligation de résultat, ma foi, sur ces phénomènes de délinquance, elle est quand même extrêmement compliquée à matérialiser. Et finalement, quand on dit vous allez voir ce que vous allez voir et que derrière, c'est plus compliqué que ça, on crée beaucoup de déceptions. Donc, on essaye d'agir et finalement, après, de communiquer plutôt sur des actes. Ça a été clairement la priorité budgétaire du début de mandat. Ça va continuer à l'être, mais parce qu'on partait aussi d'un no man's land en termes de sécurité publique au niveau de la municipalité. Donc voilà, les investissements ils sont extrêmement conséquents. En moins de 3 ans, on aura fait passer la police municipale peu ou prou d'une quarantaine d'agents à 120. On aura créé une brigade canine, on aura créé un centre de supervision urbaine, on aura multiplié par au moins 5 le nombre de caméras sur la ville. Voilà, on aura des nouveaux locaux. On développe un vrai encadrement qui existait faiblement préalablement. On a élargi les horaires qui fait que maintenant la police municipale, elle fonctionne la nuit. J'ai sûrement été candidat à ce que la police municipale, elle puisse être dotée de nouvelles compétences dans le cadre d'une expérimentation, mais ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible pour des raisons du Conseil constitutionnel qui a censuré un article de la loi de sécurité globale. Voilà, moi je pense philosophiquement que une municipalité non seulement est dans son droit, mais elle est dans son devoir d'agir, parce qu'elle est titulaire d'une partie de la souveraineté populaire, elle a cette légitimité qui lui est donnée par l'exercice du droit de vote, et de ce point de vue-là, elle est tout à fait légitime pour participer à cet acte de sécurité et pour éventuellement faire preuve, quand il se doit, de contrainte et d'usage de la force légitime. Voilà, donc il faut faire les choses. Le vrai avantage d'une police municipale, c'est que pour moi, finalement, ce n'est que à ce niveau qu'on peut construire une réelle police de proximité. Une police de proximité, c'est pas une
police qui serait plus gentille par rapport à une police qui serait plus méchante. La police, elle n'est pas là pour être gentille ou méchante, elle est là pour faire respecter les lois et sanctionner ceux qui les enfreignent. Voilà, mais par contre, une police de proximité, c'est une police qui à la fois connaît bien le territoire. La vraie différence, c'est les policiers municipaux, ils vont choisir de venir travailler à Saint-Denis, ce qui n'est pas toujours le cas dans les effectifs de police nationale, du fait des modalités de concours. Donc ça, c'est un vrai plus. Et ce qui fait d'une police municipale aussi une police de proximité, c'est une police qui répond finalement aux ordres du maire et à travers le maire qui répond aux ordres et aux demandes directes des citoyens. Et donc c'est une police sur laquelle les citoyens peuvent avoir, via leur bulletin de vote, un vrai impact en termes de choix prioritaires de politique de sécurité publique. Et c'est ça que nous, on essaie de construire, cette police démocratique au service des citoyens et qui répond à leurs attentes. Merci Mathieu. Thierry Brunet, Thierry, tu souhaitais poser une question sur les stratégies concernant les quartiers. Et finalement, bonjour. Finalement, en fait, l'idée pour les transformations des quartiers, moi je voulais savoir quelle était votre politique concernant l'attractivité des quartiers, le fait de faire venir des classes moyennes à Saint-Denis et en termes de présence de l'État dans les quartiers, commerce, rénovation urbaine, etc. Donc ma question portait sur le fait de faire venir... Oui, pardon. Non, je vous dis, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Oui, voilà, sur la question que le défi pour nous, à l'échelle globale, c'est de donner envie de rester que de faire venir. Mais après, si on se dit les choses très franchement, aujourd'hui, tout dépend de ce qu'on appelle les quartiers. Si vous me dites comment est-ce qu'on fait venir des classes moyennes dans un quartier 100% logement social, PLAI, comme les Francs-Moisins, Gaston-Jourdain, Allende, mais la réponse est simple, ce n'est pas possible. Ouais. Ce n'est pas possible. Je connais personne qui va de son propre choix dire tiens, je vais choisir de venir là. Parce que objectivement, quand on vous propose un logement social, parce que vous y avez droit, etc., et que des fois vous prenez effectivement, mais moi, il y a une classe moyenne ou une classe supérieure, ne va pas venir en l'état. Pour les quartiers, on va dire, défavorisés, pour les quartiers qui concentrent les phénomènes de difficultés sociales que j'évoquais tout à l'heure et qui sont des quartiers, on va dire 100% de logements sociaux pour les personnes les plus en difficulté, il y a d'abord quand même la nécessaire étape de la rénovation urbaine. C'est ce qu'on est en train de faire au Francs-Moisins et qui fera que dans 5-10 ans, on ne parlera plus du quartier Francs-Moisins, mais il y aura peut-être plusieurs quartiers des Francs-Moisins. Alors, une avant-dernière question, Mathieu. Est-ce que vous avez une politique, notamment de cœur de ville et de réactivation de cœur de ville? Oui, c'est d'ailleurs l'enjeu avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'enjeu majeur du mandat. Et pour faire un peu de teasing et ne pas vous répondre, ce qu'on va vraiment, grâce notamment à l'ANRU, mais pas que, on va vraiment transfigurer le centre-ville Saint-Denis. Je vous invite à vous connecter au conseil municipal qui aura lieu jeudi soir à 19h, dans lequel nous présenterons la rénovation à venir, parce qu'on vient de choisir notre architecte paysagiste pour la rénovation du cœur de ville de Saint-Denis. C'est la rénovation physique. Et après, évidemment, on a la question de la revivification commerciale de Saint-Denis qui fait partie de nos priorités. On a certains outils, mais il faut qu'on en développe d'autres parce qu'on a des gros outils, mais on a besoin d'outils beaucoup plus fins aussi. On a une foncière commerce qui ne marche pas trop mal, mais on voit qu'on joue sur des process un peu trop lourds et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus agile. Donc ça, fait partie un peu des réflexions qu'on mène en ce moment. Merci. Là, je peux prendre une dernière voilà. question. Alors, j'ouvre les micros. Quelqu'un souhaite-t-il poser une question?
Moi, j'avais une petite question, mon cher Loïc. Étant donné les populations très variées qui se trouvent, monsieur le maire, sur votre territoire, est-ce que vous avez des logiques de jumelage avec des villes ou avec des pays en particulier pour créer du lien avec les pays d'origine des populations? Alors, il y a historiquement quelques jumelages qui existent. On a eu plusieurs séquences, hein. Il y a une séquence où on avait beaucoup de jumelages avec des pays de l'Est, voilà, qui ont plus, grosso modo, tous périclité après la chute du mur de Berlin. Il reste quelques jumelages actifs avec quelques pays, soit d'Afrique du Nord, soit d'Afrique subsaharienne, mais qui sont des jumelages de solidarité essentiellement. On a notamment beaucoup aidé la communauté de communes de l'Arba-Narten quand il y a eu les incendies en Kabylie. On a participé à ce mouvement de solidarité. Mais surtout, pour demain, on essaye justement de construire une nouvelle politique de jumelage internationaux qui peuvent permettre aussi de donner des opportunités aux habitants de nos territoires. On a notamment un partenariat que j'espère transformer en jumelage avec la ville d'Auckland dans la banlieue de San Francisco. J'aurai l'occasion d'y aller cette année si les conditions sanitaires le permettent. Et on a un partenariat qui est né sur une coopération culturelle assez intense et qui va s'inscrire pleinement dans notre candidature que nous déposerons le 1er décembre pour l'obtention du label Capitale européenne de la culture en 2028. Merci Mathieu, merci. Alors, une toute dernière question, elle émane de Thierry Bienbonner. C'est en ce qui concerne finalement cette ferme. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous en parler de la ferme urbaine de Saint-Denis? Ah oui. Bon, très rapidement, c'est un projet qui a été porté par mes prédécesseurs, mais qui est plutôt très qualitatif, donc on ne l'a bien pas remis en cause. C'est une ferme historique qui a produit la ferme de M. Kersanté, qui pendant des années, et puis quand il a repris sa retraite, la question c'était que faire de ces derniers hectares, qui sont les hectares de maraîchers, je pense, les plus proches de Paris, en tout cas pour une exploitation un peu importante. Je crois qu'il y a près de je parle de mémoire, mais c'est 3 ou 4 hectares. Et bien, il y a eu un projet qui s'est mené à la fois avec les fermes de Galie pour mettre en place une activité productive, y compris au sens économique du terme. Et à côté de ça, une petite parcelle a été utilisée par le parti politique pour faire de l'agriculture urbaine, mais dans une dimension bien sûr productive, mais plus aussi pédagogique, d'animation territoriale. Et donc, ça fait partie de nos pépites et on va continuer à les valoriser dans le futur. Merci Mathieu. Voilà. Nous vous remercions. Je sais que vous devez nous quitter. Merci de cette bonne participation. Et John Crowley, vous faites une offre de service. Vous voyez sur le chat. Restez en contact. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et le mot de la fin est à Rémi Cambeau. Merci beaucoup. Je vous quitte. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur le maire, et merci Loïc. Ça sera un mot rapide parce que je produirai une synthèse par écrit, bien sûr. Je retiens une forte volonté de faire avancer les choses. Le maire s'appuie évidemment en ce début de mandat. Il n'a pas encore beaucoup de bilan à présenter, ça va de soi. Mais ses intentions sont claires, changer l'image massivement d'une ville en faisant évoluer sa population. Il va s'appuyer sur les JO. Le village olympique va lui laisser en héritage des milliers de logements. Et il est en train de travailler à faire monter les prix de sortie de ces logements quand ils seront commercialisés après 2024. Le quartier Pleyel est programmé lui aussi, ça va être un formidable pôle de logements et d'équipements nouveaux. Donc, il est certain qu'il va y avoir une montée en gamme de Saint-Denis, il le sait, il en a parlé. Il veut s'appuyer là-dessus pour articuler urgence climatique et urgence sociale. Il en est bien conscient de cette urgence sociale. Il en a parlé à propos du centre-ville. On aura un rebondissement jeudi soir sur le centre-ville. Et puis sur les Francs-Moisins ou Allende, où là, au risque peut-être d'un décalage temporel, il nous annonce une évolution intégratrice
de ces quartiers 100% logement social et 100% grande pauvreté, a-t-il dit. Il nous annonce dans les 5-10 ans, pas avant, une évolution. Donc, il va devoir gérer ces décalages dans le temps et il compte le faire avec ses outils réglementaires. On l'a compris, les documents d'urbanisme, PLUI et PLH, y compris en tenant la question de la sécurité. L'évolution des mesures sécuritaires est spectaculaire, je dirais, d'une certaine façon. Et voilà, le challenge est saisi en tout cas, et je pense qu'on sera là pour voir comment ça progresse. Dans la suite, en tout cas, je retiendrai l'idée de vouloir réhabiliter la fonction du politique pour montrer à la population qu'avec une donne comme celle que je viens de rappeler, eh bien, on arrive à changer les choses quand on a un parti pris qui a fait qu'on a été porté aux responsabilités. Voilà. Merci Rémi pour cette synthèse lapidaire. Vous aurez de plus amples éléments dans la revue de cadre de ville de Rémi Hanheim avec talent. Vous le savez, chacune de nos sessions fait l'objet effectivement d'un texte de fond dont l'auteur est Rémi Cambeau. Donc, merci à vous. Je remercie David Lebon, le directeur de cabinet du maire, qui nous a fait l'amitié de participer à nos débats et surtout d'avoir permis que nous puissions avoir cette rencontre avec ce maire. Voilà. Très bonne journée à vous toutes et à vous tous. C'était une émission compressée, mais c'était tout simplement pour respecter ce créneau qui nous était imposé. Et vous avez remarqué, le maire de Saint-Denis est un homme qui est très, très pris. C'est par amitié pour vous qu'il avait accepté cette invitation. Très bonne journée à vous tous.